Je pense commencer. Voilà. Bonjour à tous. Merci infiniment de nous rejoindre pour la série 11 ICA Collé AD. Je sais que nous avons différents fuseaux horaires, des personnes de tous les continents. Donc bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur la planète. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le sujet qui nous rassemble, c'est le rôle des entreprises agroalimentaires dans la promotion de l'économie circulaire. Et nous allons écouter un panel d'entrepreneurs à succès de la zone Caraïbe. Nous allons voir un petit peu comment ils ont fait pour promouvoir l'économie circulaire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons de l'interprétation simultanée en anglais, français, espagnol et portugais. Choisir en bas de votre écran le petit globe ou les trois petits points et vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la réunion. Les sessions sont enregistrées, toutes les présentations et les enregistrements seront partagés avec vous tous, donc ne vous inquiétez pas si vous avez raté quelque chose. Donc, ces sessions, le Coléadé en partenariat avec ICA et puis aujourd'hui également le plaisir euh, d'avoir un partenaire qui nous a aidés. Je crois que nous avons des bruits de fond. Oui. Alors, nous avons également l'Institut Global Green Growth qui sera avec nous pendant le deuxième panel. Et donc, c'est un sujet clé, bien sûr, pour eux. Et donc, nous sommes ravis de les avoir avec nous. J'aimerais également remercier l'Union européenne et l'Organisation des États pacifiques qui nous financent, qui nous donnent les budgets, qui nous permettent de financer et de mettre en œuvre ces différentes séries. Et merci bien sûr à mes collègues de l'IT, mais également les interprètes. Bien, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons quatre orateurs pendant le premier panel et nous avons deux orateurs dans le deuxième panel. Nous allons parler de l'économie circulaire. Il s'agit bien sûr de réduire les gaspillages. L'idée, c'est d'améliorer l'efficacité et de permettre, bien sûr, de nouvelles opportunités de travail. Nous avons tous notre rôle à jouer dans cette transition vers les économies bas carbone, mais les entrepreneurs et les PME jouent un rôle important dans cette transformation. Et donc, nous recherchons les modèles d'économie circulaire, les nouveaux produits, tout ce qui peut améliorer, par exemple, la durée de vie sur les étalages ou tout ce qui réduit l'impact environnemental, par exemple, je sais pas, l'agriculture biologique, le sourcing local. Et d'ailleurs, nous avons déjà abordé les bioéconomies lors d'une session passée. Alors bien sûr, on ne peut pas couvrir tous les aspects de l'économie circulaire dans une session, mais nous allons aborder certains aspects. Nous verrons un certain nombre de défis auxquels sont confrontés ces PME, que ce soit en termes de compétences, de finances, les questions réglementaires également. Et puis, un point également qui fera l'objet de discussion, c'est quels sont les investissements nécessaires pour adopter les pratiques de l'économie circulaire, quel est-ce que l'on peut apprendre des meilleures pratiques de toutes ces études de cas qui seront présentées. Et puis, bien sûr, je vous encourage tous à contribuer à la discussion et apporter votre pierre à l'édifice. Et quelles sont les incitations, qu'est-ce qui a pu permettre aux entrepreneurs et ma foi, de se développer et de mettre l'adoption de ces pratiques d'économie circulaire écologique. Bien, donc nous avons quatre entrepreneurs avec nous. Et puis, bien sûr, nous répondrons aux questions et réponses. Alors, nous sommes trop nombreux, donc ne pourrez pas prendre la parole, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions, dans le chat, comme on dit, et nous ferons en sorte de consolider toutes ces questions et nous y apporterons les réponses. Alors, je ne sais pas. Alors,
Je ne sais pas si mes collègues, si mon collègue Alistair est là, il devait être en congé, donc je suppose qu'il est... Ah non, il est là. Et super. Eh ben, vous êtes toujours là. Attends, c'est incroyable. Incroyable. Bon, super. Parfait. Eh bien, voulez-vous peut-être, je ne sais pas si ce que vous avez reçu, parce que nous n'avons pas réussi à communiquer, mais est-ce que vous voulez reprendre la modération et puis je reviendrai pour le deuxième panel? Oui, vous acceptez? Oui, je ferai la modération du premier panel. Très bien, eh ben, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup Isolina. Merci, chers collègues, de nous rejoindre pour cette onzième session de cette Business Series. Et j'aimerais remercier Isolina et les collègues du Coléadé pour cette collaboration qui est très importante, qui montre tout ce qui se fait dans les entreprises de taille micro, dans les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne. Tout ceci est vraiment très important pour l'avancement de l'activité des entreprises dans les Caraïbes. Et Isolina a parlé de tout ce qui est, de tout ce qui se fait chez nous. Et nous sommes ravis de pouvoir parler d'économie circulaire. Et dans notre région, nous devons absolument améliorer la sécurité alimentaire. Nous avons des objectifs d'ici 2025, pardon, demandés par le gouvernement. Et la question de l'économie circulaire est critique. Nous devons recycler autant que possible, encourager toutes les activités durables, la diversification et toutes ces questions sont essentielles si nous devons atteindre nos objectifs régionaux. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter les panélistes de ce matin. Donc, nous avons un panel d'hôtes distingués et nous allons présenter notre collègue d'Antigua et de la Barbade, Monsieur Larry Screen. Très rapidement, j'aimerais vous dire que Larry est actuellement le directeur général d'Indies Green, une entreprise d'Antigua et Barbuda qui opère depuis 2010. Tout à fait, depuis 2010, ils opèrent. Et c'est une entreprise aquaponique qui utilise l'aquaculture pour produire des poissons pour la consommation. On parle de tilapia. Il s'agit donc de poissons tilapia, mais également de poissons d'ornement. Larry possède une solide expérience technique depuis plus de 30 ans dans divers domaines tels que la gestion de projets, la programmation de systèmes informatiques, les services informatiques, les télécommunications et la gestion d'entreprise. Il travaille dans le domaine de la pisciculture et de l'élevage depuis plus de 40 ans. Il est particulièrement doué pour établir des relations de travail efficaces et productives avec les clients et les autres membres du personnel. Il possède d'excellentes compétences analytiques, organisationnelles et créatives et s'engage à atteindre les plus hauts niveaux d'excellence professionnelle et personnelle. Encore une fois, Larry a formé plus de 100 personnes dans la région Caraïbes. Il les a formés à l'aquaponie. Il est passionné par la promotion de l'hydroponie et de l'aquaculture auprès des citoyens des communautés caribéennes. Il est convaincu que la sécurité alimentaire de la région peut être atteinte et maintenue grâce à une coopération collective. Et donc, vous comprenez pourquoi nous avons invité Larry pour cette session. Larry, vous avez la parole et souvenez-vous, voilà, nous n'avons pas énormément de temps. Oui, bonjour Alistair, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non? Non, pas encore, Larry. Alors, attendez, laissez-moi régler ce problème. Bien, nous y voilà. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin. Je suis Larry Francis. Et je représente Indies Green, c'est le nom de mon entreprise. Nous sommes une entreprise familiale euh, et j'aimerais donc profiter de ces 10 minutes pour vous donner un aperçu de ce que nous faisons à Indies Brains et comment nous nous insérons dans l'économie circulaire. Bien, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une entreprise familiale. Nous avons commencé en 2010. Et quand nous avons commencé, nous étions vraiment très, très petits. Et nous avons commencé donc l'aquaculture et l'hydroponie en même temps.
Alors voilà, nous avions deux petits bassins pour le tilapia et nous avions un système en aquaponie et 12 lits où nous faisions de la culture en gravier. Alors, nous avons euh, commencé donc à travailler et effectivement, c'est l'idée nous est venue en visitant Disney. C'était en 2000 parce que ils avaient ils expliquaient comment on pouvait prendre des poissons et comment on pouvait les transformer en toutes sortes de produits. Et c'était extraordinaire. Et ce système se prête tellement au climat d'Antigua et la Barbade. Nous sommes une petite île hein, de 103 km² dans les Caraïbes. Hein, nous sommes basés aux Caraïbes. Et c'est un climat semi-aride en réalité, hein, avec des ressources assez limitées. Nous avons très peu de terres arables également. Et donc, nous avons choisi cette technologie parce qu'elle était tellement intéressante. Nous avons très peu de place pour nous nourrir et nous avons beaucoup d'eau. Donc, avec un système en aquaponie, eh bien, nous pouvons utiliser l'eau, recycler l'eau et nous pouvons faire énormément de production avec très peu de place. Donc, le temps passe, le temps est passé, nous nous sommes améliorés. Alors, à l'époque, l'aquaponie et l'aquaculture était très minimaliste. Il y avait très très peu de personnes qui pratiquaient ces techniques et nous avons fait face à un certain nombre de difficultés quand nous avons commencé parce que c'était des techniques assez peu connues, je dois dire. Et en plus de cela, nos poissons, les poissons le tilapia, qui est un petit peu le poisson de prédilection en aquaponie, n'est pas très connu ici dans les Caraïbes. Il n'était pas Ça n'était pas une espèce très répandue et je dirais que c'était sans doute bon le poisson qui était peut-être au quatrième rang dans le top 10 de la culture du poisson. Donc quand nous avons commencé le tilapia, il a été très difficile d'intéresser le marché local à ce poisson parce qu'à l'époque nous dépendions énormément encore de de poissons pêchés. Et puis, bien sûr, les ressources halieutiques, c'est puissant, c'était difficile. Et puis, donc, nous avons mis quelques temps, quelques années à faire accepter ce poisson. Et désormais, le tilapia est l'espèce la plus cultivée au monde, d'ailleurs, désormais. Donc, notre business model est basé sur l'utilisation de ressources limitées pour un maximum de production. Et donc, nous essayons de minimiser l'espace, euh, maximiser notre production. Et donc, nous avons investi de façon significative dans les énergies renouvelables pour pouvoir alimenter en énergie nos installations et donc, bien sûr, nous sommes dans les Caraïbes, donc nous avons du soleil. Et donc, on s'est dit, bon, très bien, alors utilisons ce que nous avons à disposition. Alors, peut-être un petit aperçu de l'aquaponie et de l'hydroponie, l'hydroculture. Alors, l'aquaponie, il s'agit de cultiver une plante sans la planter dans la terre. Et en aquaculture, on élève des poissons. Et donc, quand on assemble ces deux techniques, eh bien, on profite des deux. Donc, il y a ces poissons que nous nourrissons qui produisent des déchets. Et la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces déchets? Alors,
quand on utilise un système d'hydroponie, on peut réutiliser ces déchets de poissons pour fertiliser euh, les cultures que l'on veut produire. Et donc, c'est en ce sens que, ma foi, euh, notre, notre économie est circulaire et l'eau est nettoyée par les plantes et elle est renvoyée dans les bassins de poissons. Donc, ils récupèrent une eau propre nettoyée. Et donc, nous récupérons l'eau de pluie, bien sûr. Et nous avons établi un certain nombre de relations avec d'autres organisations. Nous avons de très bonnes relations avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Euh, le- Et donc, nous avons rencontré la PAM et ils nous ont dit, écoutez, nous voulons vous aider parce que nous trouvons que ce que vous faites est excellent. Et donc, nous avons donc commencé cette collaboration avec la FAO et le Brésil. Et nous avons commencé en avril 2013 la construction d'un centre de formation à l'aquaponie. Et nous avons formé des techniciens des Bahamas à la Barbade. Nous les avons formés à l'hydroponie, à l'aquaponie, l'aquaculture. Et donc, notre objectif est d'avoir une agriculture durable. Nous ne pouvons plus nous imaginer que les ressources sont sans limite. Nous devons réutiliser ce que nous avons. Nous devons réduire notre consommation et l'améliorer. Alors, nous avons donc une formation formelle et une formation, on peut l'appeler informelle. Ce sont des visites guidées de nos installations et nous commençons des visites dès l'âge du jardin d'enfants. Donc, nous avons des visites éducatives pour les élèves des écoles maternelles, les collèges, mais également pour les adultes. Et ainsi, ils apprennent le fonctionnement de l'aquaponie. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça a l'air bien beau, tout rose, mais dans la vie, il y a toujours des difficultés. Et nous avons dû faire face à un certain nombre de défis, les relever. Et il a été difficile, dans un premier temps, d'avoir accès à un financement abordable de sources traditionnelles. Parce que les banques, les banques, leur business model ne comprend pas les besoins d'une industrie telle que la nôtre. Il faut des investissements capitalistiques élevés et c'est incertain. C'est incertain pour eux parce que ça ne sont pas des méthodes traditionnelles. Et donc, ils ont l'habitude de financer l'achat de tracteurs, de charrues, mais pas de bassins aquaponie. Et donc, les institutions financières n'ont pas l'habitude et donc sont peu prônes à accorder des financements pour ces opérations. Et donc, ça a été une difficulté. Mais d'autres personnes se sont joints à nous et finalement, nous avons surmonté cette difficulté. Ensuite, nous avons eu d'autres défis, autres que l'aspect financier. Il y a les défis réglementaires, je dirais. L'absence de législation gouvernementale en général adéquate qui permettrait de favoriser la croissance de ce secteur. Euh, la législation existante, ma foi, correspond à ce qu'on peut appeler l'agriculture conventionnelle, mais n'a pas été mise à jour. Et donc, euh, il a fallu changer cela. Et désormais, la législation, ma foi, a été
mise à la page, mais lorsque nous avons commencé, c'était très difficile. Euh, et puis ensuite, il y a les importations. Et notre ami Alester l'a dit, euh, nous importons énormément. Et nous avons de nombreux accords avec des partenaires internationaux et nous devons importer un certain nombre de produits dans la région pour assurer la sécurité alimentaire. Oui, Larry, il te reste encore une minute pour terminer. Ah, d'accord, merci. Bon, mais ces politiques nous portent préjudice. Et donc, nous avons lancé donc la production du tilapia et nous avons travaillé avec le ministère local. Nous avons maintenant un certain nombre de choses. Nous avons une offre de la ferme à la table, des hébergements d'événements. Nous faisons de l'aquaculture du corail. Nous faisons de l'aquaculture de poissons d'ornement. Nous avons un centre de formation. Nous organisons des visites éducatives. Nous avons également des services de conception et de construction de systèmes. Nous avons désormais transformé. Vous avez vu les premières photos. Maintenant, c'est à cela que cela ressemble. Nous euh, avons maintenant des événements. Nous pouvons recevoir du monde et leur montrer à quoi cela ressemble. Et nous avons travaillé le paysage. Donc, nous avons transformé le business. De ces deux premiers bassins, nous avons ce que vous pouvez voir à l'écran et on peut y organiser des événements et toutes sortes d'événements. Et voilà, je n'ai plus de temps et donc j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. Voici ma femme et moi une petite photo. Nous avons commencé cela avec Marjorie, ma femme, et c'est une activité familiale et donc nous avons impliqué tout le monde dans la famille, ma femme et donc merci beaucoup à tous. Merci au Coléadé pour sa collaboration. Merci à tous. Merci, merci Larry, merci infiniment pour cette présentation. C'était très informatif. J'étais pas conscient que vous aviez atteint un tel niveau euh, et j'espère que les participants apprécient tout ce que vous avez fait. Et donc, bien sûr, il faut minimiser les intrants, maximiser la production. Effectivement, on a un climat semi-désertique là où vous êtes, à Antigua et à la Barbade. Et donc, nous apprécions vraiment tout à fait ce que vous avez fait là-bas et nous allons continuer à promouvoir vos activités. Merci infiniment pour cette présentation et nous allons passer rapidement à la prochaine présentation. Et je l'ai présentée hier dans une autre session où nous parlions de l'économie circulaire. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter mon collègue Joshua Forte, qui est le fondateur de Red Diamond Compost, une entreprise qui révolutionne l'industrie agrochimique. Euh, donc, ils produisent des engrais biologiques, notamment le Liquid Sunshine qui est actuellement disponible à la Barbade et le biostimulant biologique Supreme C qui sera à nouveau disponible pour les agriculteurs. L'approche innovante de Joshua en matière d'agriculture durable et de gestion de l'environnement a été primée par le prix Kenwood décerné pour son entreprise agricole lors des 2023 Barbados National Youth Awards. Il a participé à de nombreux concours de création d'entreprise, notamment au programme de bourse YLAI. En plus de ses activités entrepreneuriales, voilà, il a participé à de nombreux concours et à l'accélérateur Circulate Capital Circular Economy Accelerators. En plus de ses activités entrepreneuriales, Joshua joue un rôle important dans le secteur des technologies propres en tant que membre du Bloom Clean Tech Cluster, soutenu par Export Barbados de l'ONUDI. Son expertise est reconnue au niveau mondial, comme en témoigne son rôle d'orateur délégué à la plénière sur la crise alimentaire de One Young World Belfast 2023 en tant que conseiller agricole
agricole certifié B Crop, Joshua associe son engagement en faveur de la durabilité aux technologies de pointe en utilisant le séquençage de l'ANL pour l'analyse des sols afin d'améliorer la productivité agricole et la santé de l'environnement. Alors, laissez-moi souhaiter la bienvenue à Joshua. Merci d'être avec nous, Joshua. Merci, merci à tous. J'aimerais vous parler de ce que nous faisons. Nous sommes dans l'industrie des aliments propres et riches en nutriments et nous essayons de créer les solutions agricoles les plus propres et les plus vertes qui redonnent vie et vitalité au sol. Nous travaillons sur des biostimulants. J'ai commencé en 2014. Nous avons dû surmonter un certain nombre de barrières et nous, nous proposons donc des engrais biologiques. Alors, si l'on se penche à un petit peu nos produits, un produit, l'un de nos produits est à base donc d'algues et notre objectif était de prendre ces matières organiques pour remplacer les engrais synthétiques. Il est très difficile de comprendre l'orateur. Donc, j'ai commencé à travailler sur différentes formulations et donc nous avons travaillé sur des essais du poivron doux. Euh, Nous avons trouvé une solution nutritive qui est nécessaire pour les agriculteurs biologiques et nous avons fait des essais sur la citrouille styrienne et nous avons réalisé deux applications de notre engrais organique liquide Sunshine. Et il y a une demande croissante d'engrais pour les plantes et les animaux et donc nous essayons d'apporter des solutions biologiques. Et donc, nos essais nous ont orientés sur la bonne voie et nous savons d'expérience que tous les produits que l'on utilise et tous les intrants que l'on ajoute ne sont pas forcément absorbés par les plantes. Et donc, nous avons appris de nos collègues à la Barbade quelles étaient les difficultés auxquelles les personnes étaient confrontées sur place. Et nous avons commencé à travailler sur la base d'échantillons. Et finalement, les premières applications liquides d'engrais biologiques ont été réalisées avec succès. Alors, il fallait bien sûr un produit efficace, mais il fallait également un produit viable, économiquement parlant. Et donc, tout commence. Oui, Joshua, navré de vous interrompre, mais
Nous avons un problème de son. Oui, alors votre audio est un petit peu bas. Peut-être que si vous parliez plus fort, peut-être que cela pourrait aider. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que vous pourriez reprendre? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est un petit peu mieux. Oui, c'est un petit peu mieux. Merci beaucoup. Ah, allez-y, Joshua. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Est-ce que Yes, c'est much mieux? better. Oui, Yeah, oui, thank you. c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci de continuer. Alors, donc, je reviens à notre modèle. Donc, nous avons commencé avec la partie recherche et développement, et puis nous avons travaillé à la conception commerciale. Et ça, c'est vraiment une partie très spéciale pour nous, où il nous fallait vraiment comprendre quelles étaient les matières premières auxquelles nous aurions affaire, comment nous allions nous approvisionner. Est-ce que nous voulons des produits avec des cibles spécifiques, des produits génériques? Et donc, nous avons dû travailler à la conception commerciale euh, avec un produit viable sur le plan économique. Et il a fallu des années pour arriver à trouver cette source secrète, cette formulation secrète de la conception commerciale. Et donc, une fois cette conception commerciale réalisée, nous avons commencé à travailler sur la planification. Alors, on commence avec la recherche et le développement, la conception, la formulation. Et ensuite, il faut déployer cette matière organique que nous utilisons. Il y a un certain nombre de coûts qui sont liés à cela. Ensuite, il y a le fret, le transport sur site. Euh, Nous avons tendance à utiliser des produits à faible coût. Et puis, bien sûr, nous utilisons des transformations à faible coût. Euh, et puis avec une transformation à faible coût. Donc chaque étape, eh bien, nous faisons en sorte de respecter la durabilité. Et donc, vous pouvez voir ici un petit peu quel est le produit sur lequel nous travaillons. Nous travaillons donc avec ici des produits à base d'algues et certains produits sont plutôt utilisés à des fins agricoles, d'autres horticoles. Mais nous avons donc un modèle où nous croyons que on peut prendre n'importe quel matériau biologique et euh, cibler un produit précisément. Et ces produits sont sûrs pour les personnes qui les emploient, ne sont pas dangereux pour les pollinisateurs. Et donc, on fait une évaluation de la situation. Il y a une véritable demande pour ces produits agricoles euh, et nous travaillons sur la formulation locale. Alors, ces dernières années, nous avons travaillé avec Export Barbados pour évaluer l'efficacité des Anglais sur le gazon au Royaume-Uni. Nous avons réalisé des applications répétées du Red Diamond Seaweed Biostimulant avec deux taux d'application et nous avons réussi à obtenir une qualité de terrain, une qualité de terrain optimale. Alors, on peut voir que avec l'engrais chimique, il y a énormément d'azote qui est relâché dans l'environnement. Et nous
optimisons les doses et les rythmes d'application pour s'assurer que, notamment pour les gazons, pour que les applications soient optimales. Alors ensuite, nous sommes allés un pas plus loin et nous avons essayé de voir comment nos produits interagissent avec l'environnement. On a fait des recherches sur l'impact sur la santé et nous avons donc amélioré la fixation du carbone dans le sol. Nous avons amélioré la libération de l'azote inorganique. Nous avons amélioré la production de phytohormones et euh, nous arrivons à gérer les stress, que ce soit des stress hydriques, des stress climatiques et les stress liés aux ravageurs. Et donc, grâce à nos produits, nous arrivons à remédier à différents problèmes tels que la solubilisation des métaux lourds. Euh, Nous avons des produits qui sont donc tout à fait sains, bons pour l'environnement. Alors, nous avons mis en place une solution liquide, mais il y a énormément de matières fibreuses. Et plutôt que de jeter ces matières fibreuses, nous avons intégrées à notre processus de compostage. Et c'est un moyen de rétablir l'équilibre écologique. Et c'est une solution qui est vraiment clé en main, ciblée et hautement modulable de la mer au sol. Et donc, nous avons ici ces amendements et ces composts de haute qualité qui sont plus qu'un simple amendement. Et nous allons vraiment essayer d'optimiser l'utilisation de ces matériaux et les généraliser dans l'agriculture. Voici donc l'équipe avec laquelle nous travaillons. C'est une équipe assez petite, je dois le dire, et nous avons un certain nombre de problèmes à surmonter, de défis à surmonter et nous utilisons les ressources disponibles euh, et pour nos projets afin d'arriver à intégrer l'espace commercial. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et s'il y a des questions, on sera ravis d'y répondre. Merci. Nous voulions vous remercier pour cette présentation très informative. Merci beaucoup, une présentation très intéressante. Et vous développez des améliorations constantes. Et le produit, il est évident que, avec les informations que vous avez partagées avec nous, il a beaucoup d'avenir. Les fonctionnalités bio, en fait, surtout pour la communauté agricole, elle va avoir une grande valeur. Et après, il faut voir ce qui va ressortir de vos expériences. Et on parle, avec cette économie circulaire, on parle de ses bienfaits et ce sera véritablement un succès et une valeur ajoutée. Donc, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Nous allons maintenant, pour les personnes s'il vous plaît, mettez vos questions et vos commentaires sur le chat et à la fin des présentations, nous allons les traiter et nous les traiterons donc au fur et à mesure. Nous allons maintenant passer au dernier présentateur du panel, c'est Oniel Ousmane, qui est le président de Anavocados de la République dominicaine. Oniel est un jeune entrepreneur dominicain passionné et c'est remarquable. Et il a mené à bien deux projets industriels agricoles avec son père et ils ont créé une entreprise familiale en République dominicaine. Il a ainsi créé un groupe
agriculteurs qui mettent en avant la culture des avocats bio. Et dans cette région, ils sont maintenant leaders et avec différentes variétés et différents groupes qui produisent euh, ce type d'agriculture avec des niveaux très très élevés. Et plus de 600 000 tonnes d'avocats ont été produites seulement pour des questions d'exportation. Et depuis 2019, cette entreprise est vraiment florissante. Elle transforme véritablement l'industrie et les process des avocats. Et pour les avocats, aujourd'hui, les producteurs peuvent vendre des avocats qui n'ont pas les qualités de l'exportation, on peut les vendre directement pour le marché interne. Et, et encore une fois, pour l'industrie circulaire et pour les standards, les normes nationales, eh bien, ceci contribue à à notre objectif d'économie circulaire. Et donc, Auriel va partager avec nous la gestion de ce type d'agriculture raisonnée. Auniel, vous avez la parole, 10 minutes. Saludos, muy buen día para todos y todas. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre invitation. Je vais vous présenter brièvement ce que nous avons fait et ce que nous faisons. En tant qu'Ona Avocado, je suis Oniel Núñez, comme vous l'avez dit, je suis le CEO, le PDG de Ona Avocados de Dominicano. C'est une entreprise tout à fait dominicaine. Vous voyez sur notre logo la durabilité et cela donne, disons, une deuxième chance aux avocats à la production des avocats en République dominicaine. Et il nous a semblé intéressant de faire cela. Et donc, on a voulu passer à l'agro-industrialisation. Et pour cela, nous avons créé un avocados dominicain. D'avancer, oui, merci. Alors, eh bien, nous faisons de l'huile d'avocat 100% dominicain. L'huile d'avocat est connue dans le monde et c'est une niche commerciale assez intéressante. Et nous sommes engagés dans la durabilité et nous voulons profiter des ressources. Tout ce produit était perdu, enfin on le jetait à la poubelle, tout ce qui est. Alors donc on a voulu, eh bien, enfin donner de la valeur à l'avocat à 100% indépendamment du degré de maturité. Et donc on obtient une huile 100% d'avocat 100% pur ici à la République dominicaine. La République dominicaine, historiquement, a toujours été le troisième producteur plus important d'avocats au monde. Maintenant, on est en quatrième, cinquième position et cela, c'est dû à, en fait, à la croissance de pays comme le Pérou, la Colombie, enfin, le Pérou, la Colombie, qui nous ont déplacés en quatrième ou cinquième position. Mais enfin, cette croissance durable qu'a connue le pays dans sa production nous a quand même permis de produire de l'huile. On a utilisé des machines italiennes pour cela. Cela fait 1 an qu'on a formé ce produit. Et maintenant, passons à la suivante. Voilà. À travers l'économie circulaire, on a vu ce fruit qui a, disons, un petit peu des taches de rousseur, n'est-ce pas? Alors, on en tire l'eau et pour obtenir l'huile d'avocat, il faut entre 3 et 6 kilos d'avocat pour produire 1 litre d'huile. Actuellement, on produit à toute notre capacité, on dépasse 6 millions de kilos par an en ce qui concerne la production d'avocat pour l'huile. Et c'est intéressant car non seulement nous faisons de l'économie circulaire sur le terrain, mais d'une façon ou d'une autre, ce fruit acquiert une plus grande valeur en huile. Et après l'huile,
il y a aussi un sous-produit qui est la pâte. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir comment tirer le plus de bénéfices de cette pâte que nous tirons de notre huile. Suivant diapositive, s'il vous plaît. Alors, la disponibilité du marché. En République dominicaine, on produit des avocats en septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Et après, en mars, février-mars aussi un petit peu, et notre pays est un des principaux producteurs du monde. Donc, ce qui est important dans notre production, c'est que on a utilisé des variétés autochtones de l'île. Ce sont des variétés créoles. Et dans le monde, l'huile d'avocat est connue euh, beaucoup plus. On connaît plus les petits avocats. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, nous, l'avocat mexicain. Mais nous, en tant qu'entreprise, on a innové et du coup, on a pu produire des avocats créoles, donc des avocats de la République dominicaine. Et ça a été une grande réussite pour la République dominicaine et aussi pour nos entreprises de réussir à produire ce type d'avocats. Oui, diapositive suivante. Et sur cette image, nous voyons donc la matière première, nous voyons la pulpe d'avocat. Donc, la pulpe, c'est la pâte d'où nous tirons les graines que nous utilisons pour produire les plantes dans notre pépinière. Et puis, vous voyez l'avocat le plus connu au monde, hein. Je pense que vous le connaissez, c'est ce petit avocat vert qui devient violet quand il mûrit. Et puis à droite, eh bien voici, je vous présente notre avocat créole. C'est celui que nous utilisons pour extraire l'huile. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors, voici le sous-produit. C'est la pâte et qui est à 40 ou 45% d'humidité. Donc, cette pâte, actuellement, on fait des essais en prévision de l'utiliser comme aliment pour animaux et aussi pour en tant que fertilisant, engrais pour les arbres et autres plantes. Donc, on est en train d'étudier ce que l'on peut faire, les sous-produits que l'on peut obtenir. On a déjà fait pas mal d'essais en laboratoire et ça nous a donné de beaux résultats. Nous, en tant qu'entreprise, on pense que cette économie circulaire, eh bien, peut nous permettre d'obtenir vraiment tous les bénéfices que peut nous offrir le fruit, quoi. Et dernière diapositive, s'il vous plaît. Eh bien là, voici. Alors oui, pardon, on me pose des questions. Est-ce que j'ai des analyses de la part? Oui, bien sûr, hein. Et je peux vous la transmettre. Écoutez, je mettrai il y a mon email et mes coordonnées à la fin de la présentation et comme ça, on pourra parler si vous voulez. Donc, sur la première image, vous voyez que on extrait le fruit. On voit aussi le fruit sur l'arbre. Euh, dans ces dernières images, on observe des échantillons de laboratoire, nos installations aussi. Et vous voyez les différents degrés de maturité. Les fruits valent pour notre. Nous, chez Ono Avocados, on a une méthode de travail qui réussit très bien. Ah oui, on me demande aussi si toute la production est utilisée pour la fabrication. Non, étant donné que le pays est le plus grand exportateur d'avocats au monde, eh bien, évidemment, il y a des avocats qu'on ne peut pas exporter. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les utilise pour l'extraction d'huile. Et du coup, on obtient donc de plus en plus de litres d'huile d'avocat. Et en tant qu'entreprise, on a pu révolutionner cette méthode d'extraction. On travaille avec plus de 300 producteurs, hein, avec plus de 300 producteurs d'avocats dans tout le pays. Et on travaille toutes les variétés du pays qui se font dans le pays. Et on voit le rendement selon les variétés, ça c'est très important.
Et pardon, monsieur a coupé son micro, je crois. Oui, oui. Et donc, on paye le fruit selon le contenu de graisse. Euh, donc, selon le contenu de graisse du fruit. Bien, et bien, pour ne pas m'allonger trop, eh bien, voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Vous trouverez mon numéro de téléphone et mon email sur le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous voulez, je peux préparer même une vidéo pour, si vous avez une autre séance, vous voulez que je participe. Merci de votre attention. Oniel, thank you. Muchas gracias por tu presentación. Thank you for that presentation. Merci beaucoup pour votre présentation, Niel. Vraiment, je suis ravie que vous ayez gardé à l'esprit la montre. Je crois que cette production d'avocats de la République dominicaine est un exemple pour nous d'économie circulaire, car ceci nous permet d'incorporer les matières premières et de les exporter, mais de garder les matières non exportées pour développer l'huile, la production d'huile. Et, et encore une fois, nous reconnaissons ici, grâce à ces nouveaux entrepreneurs dans les Caraïbes, tout ce qui est fait, car vous êtes vraiment des meneurs et vous donnez l'exemple. Et nous sommes très heureux de suivre ceci. Je vous remercie encore une fois. Et chers collègues, nous allons répondre à vos questions et à vos commentaires à la fin, dans l'ordre du chat, à la fin de la session de travail. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Isolina Boto qui va nous parler de la deuxième partie de cette séance avec le deuxième panel pour les jeunes entrepreneurs qui vont être présentés. Merci, Alistair. Il y a un petit changement au programme, une addition. Nous allons donner, on peut le faire très rapidement, on va donner la parole à Rosamund. Vous êtes avec nous, Rosamund. Vous nous avez contacté au début, mais à cause de problèmes de connexion, ça n'a pas pu se faire. Je crois qu'il y a eu également de gros orages dans la région des Caraïbes. Rosamund Ben est donc la présidente pour la Guyane et membre, cela fait des années que je vous connais comme membre de Candrop, une association de produits carabiens. Et je voulais vous donner quelques minutes pour vous saluer et partager votre histoire avec nous. Rosamund, vous êtes ici. Oui, je suis là, merci. Si vous pouvez nous dire rapidement ce que vous faites aujourd'hui et vous êtes maintenant sur le réseau. Vous avez la parole. Allez-y, en Guyane. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Rosamund Ben et je viens du comité rural. Donc, ce sont des familles, c'est une entreprise familiale qui est, qui est née au début avec les prix agricoles extrêmement bas. Nous avons fondé notre entreprise en 2006 et grâce aux divers ateliers, je connais maintenant la valeur de ces produits et j'ai pu la mettre en avant, la valeur de nos produits agricoles. Et je rejoins un réseau des femmes agricultrices rurales et nous avons lancé et développé ce réseau avec une nouvelle organisation, avec des femmes qui travaillent en milieu rural. Et toutes les communautés dans lesquelles elles vivent, elles apportent une valeur ajoutée vraiment tout à fait non négligeable au monde agricole, avec également la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux à un prix abordable. Et elles aident également beaucoup les familles de cette communauté. La production se fait à la main, la récolte à la main, le matériel agricole, et nous avons des séchoirs pour sécher certains des produits. Quelquefois, on utilise du feu naturel dans le process. Et quelquefois,
Nous avons de l'huile de noix de coco, de l'huile vierge de noix de coco, et ceci nous permet, elles sont utilisées, cette huile vierge est utilisée dans la cosmétique, dans le chocolat, dans beaucoup de produits et dérivés. Donc, ce sont des produits qui sont ressortis de ce groupe et de ce réseau dans les différentes régions. On utilise également de l'engrais et tous les déchets de la noix de coco sont également utilisés. On les fait sécher et on l'utilise dans d'autres zones, comme par exemple pour la fleur de coco. Également, l'écorce de la noix de coco est utilisée pour le jardin, tout ce qui est botanique. Et nous avons dans notre pays, en Guyane et à Georgetown, beaucoup de produits sont commercialisés. Et dans cette zone, nous avons malheureusement de gros défis à relever dus au changement climatique. Mais nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, si je puis m'exprimer ainsi, mais nous avançons, nous trouvons des solutions de commercialisation, de réutilisation des matières premières pour avoir vraiment le moins d'impact sur l'environnement. Et pour résumer, notre réseau de femmes agricultrices rurales de produits Rose Products en Guyane est vraiment très actif dans ce domaine. Merci beaucoup, Rosamund. Et je comprends que vous êtes vraiment utilisé la technologie du séchoir solaire euh, pour donc cette utilisation que vous avez à l'extérieur de. Et donc, vous pourrez nous donner plus d'informations à ce sujet. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Jennifer Maynard, qui est donc la fondatrice de Microgreens, qui est à Antigua. C'est une entrepreneuse, une agricultrice, et elle a également une formation agricole, mais également de tourisme rural et bien d'autres branches de la science agricole. Sa passion se tourne vers microgreens, qui est une opportunité de vraiment relever le défi du changement climatique et de développer de la résilience. Et grâce à des bourses, à des aides, et Christine vous expliquera davantage sur l'Institut de Global Green Growth, vous avez développé quelque chose qui est presque prêt à être commercialisé. Et nous voulions montrer ici à quel point il est difficile dans une petite île avec très peu de soutien, comment l'économie circulaire peut vraiment, elle est difficile partout, cette transition, car il faut des compétences, beaucoup de coûts, beaucoup d'investissements et de temps, mais c'est encore plus dur pour une petite île. Donc, nous aimerions savoir un petit peu connaître votre discours, votre parcours, pardon, comment est-ce que vous avez réussi puisque vous êtes si proche de la commercialisation. Merci Jennifer, vous avez la parole. Jennifer, il faut activer le micro. Vous avez la parole, Jennifer, je vous en prie. Voilà, j'ai des petits soucis de micro, nous dit Jennifer. Me voilà. Jennifer, je vous présente Microgreens. J'appelle ça la magie de la santé. Et vous me trouvez sur Jaime Acetoria. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Très bien.
Voici, ce sont mes microgreens. Je les fais pousser dans une serre en polycarbone. En fait, juste pour vous montrer ce que je fais. Alors, ma mission, c'est de donner à tous les Antiguais et Barbudiens un accès abordable aux nouveaux super aliments que sont les microgreens. Les microgreens, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la nourriture naturelle. En fait, ce sont les graines des fruits comestibles, des céréales, du chou-fleur et du maïs. Et je commence et je suis vraiment préoccupée par les unités de microgreens qui peuvent ainsi générer des unités et les agriculteurs peuvent ainsi produire euh, de, euh, du fourrage. Et nous avons en fait, grâce aux composants agricoles, nous pouvons, grâce à microgreens et avec la production, on peut remettre ceci dans notre compostage. En fait, c'est une réponse également politique et climatique pour faire des économies d'énergie grâce à cette utilisation de serre avec une forme de chauffage interne naturel. Pour l'économie circulaire, depuis 2017, Antigua et Barbuda ont interdit, en vertu de la loi, l'importation de plastique à usage unique et de contenants en polystyrène. Mais la poursuite des étapes de l'économie circulaire est tronquée par l'absence continue de réutilisation des non-combustibles et la pratique limitée du compostage dans les ménages. Et nous nous trouvons dans une situation où l'action de la politique publique, telle qu'une législation, une incitation au niveau de la communauté, au niveau de l'entreprise commerciale, et nous avons, en fait, il n'y a pas de collecte de ces compostages pour le recyclage ou le compostage. Euh, Et on ne peut pas ainsi réutiliser les parties non combustibles. Il y a très peu de personnes qui réutilisent ces couvertures plastiques. Nous collectons les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve, mais de manière structurée. Il n'y a aucune action, comme je disais avant, de politique publique, telle qu'une législation, une incitation, qui viendrait soutenir ces actions de recyclage du plastique. Comme je le disais, donc, c'est la forme comestible de plants, de légumes, d'herbes et de céréales dont les feuilles sont connues pour être comestibles. Ils fournissent plus de 10 fois leur poids en nutriments et 4 fois celui de leur forme mature. Donc, en fait, un peu d'aliments adaptés, par exemple de brocoli, peut produire plus qu'un gros brocoli, en fait. Donc, ce sont des aliments adaptés à tous les groupes d'âge et à tous les sexes. Ça peut produire ainsi des petites salades. Et le concept du microgreen peut également être utilisé comme fourrage, car le fourrage, eh bien, ce sont les jeunes plants, des plantes qui sont... Et il y a une empreinte carbone très, très faible. Et ça ne représente pas plus de 21% pour l'empreinte carbone. Dans ma serre, je peux avoir des brocolis et des tournesols entre 8 et 10 jours après la floraison. Alors, comment cultive-t-on ces microgreens de manière durable? En fait, je vais vous montrer ici les éléments de mes microgreens.
Nous avons ici le compost qui est produit à la ferme. À l'intérieur il y a en fait une irrigation par natte capillaire à usage multiple et avec des ventilateurs de circulation énergie solaire. Et j'ai utilisé ceci depuis au moins 3 ans à chaque saison pour irriguer. Et les plateaux peuvent être réutilisés. En Amérique du Nord, microgreens sont très connus avec la climatisation et avec l'artificialisation. Moi, j'utilise ces petits ces petits trous pour faire entrer la lumière naturelle et pour créer cette lumière, y compris la chaleur, à l'action de l'écran d'ombrage pour dans la serre pour la germination, les plants et finalement le produit final, ce sont mes microgreens que vous voyez ici qui viennent d'être récoltés et qui sont disponibles. Et en fait, quelques grammes de microgreens en fait, peuvent faire une portion tout à fait acceptable pour un repas. Alors, les défis actuels, les microgreens sont une nouvelle culture pour la population nationale d'Antigua et la promotion et la commercialisation, eh bien, elles doivent inclure une formation sur le produit, une formation sur la nutrition, la forme, l'utilisation et les avantages. Les températures élevées de l'été hors saison ont limité l'impact du contrôle et de la température à l'intérieur de la serre. En fait, ça peut très bien être servi dans les restaurants, mais le concept de ces nutriments et de la valeur nutritionnelle et de l'empreinte carbone faible ne fait pas partie de la production. Donc, mon plus gros challenge, c'est d'introduire cette récolte, mais à cause de ma production, mon compost et la lumière naturelle que j'utilise, c'est moins cher en fait, mais c'est toujours perçu comme quelque chose d'un petit peu drôle, amusant et pas vraiment un vrai nutriment. Et il y a eu des températures extrêmement élevées, donc je recherche des solutions pour mieux contrôler les températures élevées. Et donc, comme c'est un nouveau produit, il faut que je mette en place un certain nombre de nouvelles recettes et de nouveaux usages qui soient similaires à quelque chose qui soit déjà existant. Si nous introduisons des choux de Bruxelles, par exemple, des choux-fleurs, des brocolis, on peut facilement imaginer que c'est similaire. Mais les microgreens sont tellement différents que ce concept de promotion est un petit peu plus difficile. Oui, prochaine diapo. Oui, oui, rapidement, s'il vous plaît. Alors, donc, j'ai conçu, construit et testé la technique de production. J'ai également développé un MVP et j'ai des cycles de culture et j'ai travaillé à l'évaluation de l'intérêt des connaissances des clients en matière de microgreen. J'ai également développé des marchés. Oui, prochaine diapo, vite. Prochaine diapo. Alors, la voie à suivre, je dois préparer du matériel d'éducation du public en vue de sa distribution. Je dois travailler à la conception d'un programme de promotion comprenant des conférences et des entretiens avec les utilisateurs potentiels, développer une présence dans les médias sociaux qui offre la possibilité d'un retour d'information aux utilisateurs potentiels. À la suite de la récente tournée d'échange de GGGI, Green Entrepreneurs au Qatar, je travaille à l'établissement d'un lien avec un entrepreneur du Qatar qui utilise des techniques et des équipements de refroidissement par évaporation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah,
Non, c'est peut-être la dernière diapo d'ailleurs. Et donc, c'est la fin de ma présentation. Oui, merci beaucoup, Jennifer. Merci infiniment. Nous apprécions. Effectivement, on voit tout ce qu'il faut dans une petite île. Et vous êtes vraiment un précurseur. Vous êtes la seule qui fasse cela à Antigua. Et donc, notre dernier orateur. Euh, et avant que nous mettions les questions dans le chat, notre dernier orateur, et je suis ravi qu'elles aient pu venir, c'est Christine Deason. Christine Deason, vous êtes représentante pour les Caraïbes de Green Growth Planning et mise en œuvre donc de l'Institut Global Green Growth, donc croissance verte globale. Vous êtes basé à Sainte-Lucie, vous dirigez les programmes qui soutiennent l'Organisation des États des Caraïbes orientales et de ses pays membres. Auparavant, vous avez contribué à la mise en œuvre du programme régional pour le Pacifique et je connais bien d'ailleurs là-bas. Et vous êtes basé à Fidji et vous étiez basé à Fidji vous avez plus de 15 ans d'expérience dans la création et la gestion de programmes et de projets internationaux qui portent sur la durabilité et la croissance verte, dont sur plus de 5 ans consacrés spécifiquement aux petits États insulaires. Vous travaillez donc sur le financement du climat, les énergies renouvelables et l'entrepreneuriat vert. Je crois que quelqu'un doit couper son micro. Et voilà, l'entrepreneuriat vert, disais-je. Alors, avant de rejoindre le GGGI, vous avez mis en œuvre des projets de développement durable et d'énergie verte avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Il me semble que précédemment, vous étiez basé aux États-Unis. Vous avez travaillé vraiment donc sur tout ce qui est gestion de l'environnement. Donc, vous connaissez bien les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne. Et donc, je suis ravi que vous soyez ici, mais je suis également ravi que vous puissiez identifier un certain nombre de cas pratiques pour notre session d'aujourd'hui. Donc, peut-être que vous pourriez, parce que vous avez un esprit critique et votre organisation est essentielle quant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'économie circulaire. Pourriez-vous nous dire un petit peu ce que vous faites pour les entrepreneurs? Parce que c'est vraiment un petit peu notre approche de l'économie circulaire. Ce serait vraiment apprécié. On sait, d'après les orateurs précédents, que vous avez aidé à l'obtention de financement et que vous avez été clé pour permettre la transition de leur croissance. Donc oui, voilà, vous avez la parole, Christine. Oui, merci infiniment, Isolina. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons 5 sur 5. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour ces excellentes présentations qui ont été données précédemment. Alors, je m'appelle Christine Jason. Je travaille pour GGGI Caraïbes. Et nous sommes basés à Sainte-Lucie. Enfin, personnellement, je suis basé à Sainte-Lucie et j'aimerais vous parler un petit peu de ce programme et de cette initiative pour un entrepreneuriat vert. Jennifer vient de terminer notre programme d'incubation, par exemple, et nous sommes très fiers d'elle et de tout le travail qu'elle a fait à Antigua. Oui, alors très rapidement, peut-être un petit peu de contexte au sujet de GGGI, au cas où vous ne nous connaissez pas. Nous sommes donc une organisation internationale, intergouvernementale, et nous avons un siège qui est à Séoul, en Corée. Et nous avons 43 membres et nous avons des entités régionales qui est l'OECS, l'Organisation des États des Caraïbes, donc de l'Est. Et donc, nous travaillons dans cette région des Caraïbes de l'Est et nous soutenons un certain nombre de gouvernements. Nous avons une vision qui souhaite, bien sûr, nous voulons nous voulons soutenir une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et dans les économies émergentes. Donc voici un aperçu du projet dont je vais parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous travaillons dans différents pays, donc des Caraïbes orientales. Euh,
nous travaillons dans le domaine de l'énergie, mais l'entrepreneuriat vert nous intéresse plus particulièrement pour la réunion d'aujourd'hui. Et donc, nous avons mis en place un programme de 3 ans financé par un fonds qatari pour le développement. Et donc, nous avons pris un groupe de 8 entrepreneurs des Caraïbes orientales et nous avons fait une étude au Qatar où nous avons rencontré un certain nombre de collègues et nous avons visité des entreprises, des entrepreneurs durables. Je vous parlerai un petit peu de la structure de ce programme, mais j'aimerais vous dire que nous avons également un programme parallèle dans la région Pacifique qui est structuré de façon similaire et nous organisons des échanges entre les deux régions, ce qui est tout à fait sympathique. Alors, vous pouvez voir un petit peu où nous sommes. Nos partenaires sont donc le Fonds Qatari pour le développement, l'OECS et le GGGI. Bien. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise ou une entreprise verte? Alors, je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles et toutes les personnes présentes aujourd'hui sont très clairement des entrepreneurs ou des entreprises vertes. Nous pensons qu'il s'agit d'un objectif à atteindre, hein. C'est ce qui définit cet entrepreneur, c'est son objectif. Et c'est un entrepreneur qui cherche à résoudre des problèmes environnementaux et ou sociaux par le biais de produits ou de services qu'il propose tout en créant des richesses. Et donc, nos programmes ne sont pas dédiés à un secteur en particulier. On aide, on peut travailler dans le secteur social, environnemental, agricole. Et comme je l'ai dit, nous avons eu une large représentation du secteur agricole et horticole, mais nous avons également des entreprises dans le tourisme, dans l'énergie et autres. Alors, notre programme est construit contient trois volets. Il y a un programme d'incubation, euh, nous avons un programme d'accélération et nous avons donc l'écosystème de l'esprit d'entreprise. Alors, on va vous parler plus en détail de la partie incubation et accélération. Pour l'écosystème, cette composante, nous avons des formations en cours ce mois-ci d'ailleurs avec un de nos partenaires, Gvest, c'est une entreprise de consulting qui nous aide. euh, et l'idée, c'est de vraiment d'aider les entrepreneurs de façon indirecte en les aidant à prendre la bonne approche. Donc, nous organisons des formations pour les entreprises et nous leur expliquons comment ils peuvent aider les entrepreneurs ou les entreprises vertes. Et nous voyons également, nous sommes en train de mettre en place un réseau pour connecter les entreprises vertes, les entrepreneurs verts, pour permettre de travailler au-delà de ces programmes et de rester connectés. Alors, je vais vous parler un petit peu plus en détail de nos programmes. Donc, ce programme d'incubation, nous avons des programmes qui consistent donc d'une formation de 12 semaines. C'est assez intense, je dois le dire. Nous avons un programme de mentorat et de coaching et il y a également pas mal de travail personnel à fournir. Nous organisons des événements de réseautage, de mise en réseau et nous avons également à la fin un concours de pitch où les entrepreneurs ont l'occasion de se qualifier pour une subvention de financement de démarrage de $10 000 américains. Et donc, nous avons eu des financements et cet argent peut être utilisé par les entrepreneurs pour ce qu'ils veulent, pour aider leur entreprise. Et donc, ça, ce sont des financements, des subventions que nous accordons et c'est un aspect du programme qui plaît beaucoup, je dois le dire. Alors, ensuite, le deuxième volet, c'est le programme d'accélération. Ici, il y a plusieurs composantes. On organise des événements de réseautage, nous avons des événements
de pitching, où les gens présentent leurs entreprises. Nous proposons également dans le cadre de ce programme des prêts sans intérêt jusqu'à 50 000 $, divisés en deux fenêtres de financement. Il y a des entreprises qui étaient intéressées par cette approche et donc nous avons adapté notre offre. Voici quelques réalisations de notre programme. Donc, nous avons plus de 401 entrepreneurs verts qui ont été soutenus dans le cadre des programmes d'incubation et d'accélération. Nous avons aidé à la création de 89 emplois verts directs. Nos programmes a deux objectifs principaux. L'un est d'aider les pays et les régions à atteindre leurs objectifs environnementaux. L'autre objectif est de créer des emplois, et plus particulièrement des emplois verts, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et donc, nous avons des programmes qui essayent de se pencher sur ces deux aspects. Et donc, nous avons des personnes qui sont diplômées de programmes d'incubation. 56 entrepreneurs verts ont été diplômés et nous avons deux prêts sans intérêt qui ont été accordés aux entreprises vertes. Plus de 1,2 million de dollars seront accordés dans la région Caraïbes orientale pour les entrepreneurs verts. Et sur le total des subventions accordées, 140 000 $ ont été attribués à des femmes. Alors, il y a deux entrepreneurs dont j'aimerais parler qui font partie de notre programme. Ania Fernand de Sainte-Lucie, qui travaille sur l'agriculture régénérative. Et elle utilise l'agriculture biologique, mais elle travaille également à réduire le gaspillage. Et elle fait également tout un travail de formation et de sensibilisation. Nous avons également Gordon Shallow, qui est basé à Saint-Vincent et dans les îles Grenadines. Et lui, c'est vraiment le docteur des plantes qui a été sélectionné pour la cohorte du deuxième programme d'incubation des entreprises vertes des Caraïbes orientales. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation, de m'avoir écouté pour cette présentation. J'espère que je vous ai donné un aperçu de ce programme qui arrive à un terme dans les mois à venir, mais nous espérons qu'il y aura une suite. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci infiniment, Christine. C'était très intéressant et très utile, bien sûr, pour les entrepreneurs. Nous avons de nombreuses petits entrepreneurs, donc c'est très intéressant, mais nous avons déjà des questions pratiques qui nous arrivent. Et comme je vous le disais au début, nous nous concentrons sur les entreprises qui sont des entreprises des Caraïbes, bien sûr, mais nous restons ouverts à toute personne intéressée. Et comme vous l'avez vu dans le chat, nous avons pas mal de nombreux collègues d'Afrique et d'autres continents. Et donc, nous avons un certain nombre de questions ici. Des personnes de Mali, du Congo, d'autres pays demandent s'ils peuvent participer. Est-ce que c'est le cas? Et puis, comment pouvoir accès à ces formations? Et donc, je recommanderais bien sûr que tout est disponible sur le site Internet. Nous pouvons également faire suivre, bien sûr, plus d'informations avec les présentations et les enregistrements que nous vous enverrons. Mais est-ce que vous voulez nous parler de votre couverture géographique, peut-être? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et j'ai oublié de dire que tout est disponible sur Internet et je vous enverrai le lien dans le chat. Donc ça, c'était un programme pour les Caraïbes. Actuellement, nous n'acceptons pas des personnes d'ailleurs parce que les programmes des Caraïbes donc, arrivent à leur terme dans quelques mois, comme je l'ai dit, mais nous espérons qu'il y aura un suivi avec des programmes similaires à l'avenir. Alors, en termes de couverture géographique, ce programme, c'était un programme qui avait lieu uniquement dans les 6 pays
Sainte-Lucie, Saint-Kitts, République dominicaine, Antigua et la Barbade, mais donc les Antilles orientales. Mais nous avons un programme également pour la Guyane. Nous avons un bureau d'ailleurs en Guyane. Je ne pense pas que nous avons de programme Green Grow, mais peut-être que nous allons le développer à l'avenir. Nous avons une antenne en Colombie. Nous avons des programmes Green Grow également en Afrique, il me semble. Il y en a un au Rwanda. Vous m'avez parlé du Mali. Je ne suis pas sûr que nous ayons une antenne là-bas. Les programmes sont structurés un petit peu différemment là-bas. Euh, et bien sûr, ce que je pourrais faire, c'est que en plus du lien que je vous enverrai dans le chat, je vous donnerai un lien vers le site du GGGI et vous verrez quels sont les pays où nous organisons des programmes. Nous avons également un endroit sur le site internet où vous pouvez vous enregistrer pour recevoir notre lettre d'information qui est envoyée tous les trimestres, je crois, peut-être tous les mois, qui vous tient informé des dernières nouvelles. Et si jamais il y a un pays que je n'ai pas mentionné, vous pourrez utiliser la carte interactive sur notre site internet pour voir tout ce que nous y faisons. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations. Et puis, bien sûr, vous aurez plus d'informations dans le mail de suivi. Alors, je crois que nous arrivons à la fin des présentations. Merci infiniment, hein. Je vois que nous avons ces présentations ont été tout à fait appréciées. Elles sont très complémentaires et intéressantes. Nous avons quelques questions. Certaines ont déjà obtenu de réponses. De nombreuses personnes suivent la réunion malgré difficultés d'accès à l'Internet. Parfois, elles ne voient pas ce qui se dit dans le chat, mais j'aimerais résumer pour les orateurs et puis pour vous tous sur la question financement que vous gérez les financements, quels sont vos défis, surtout quand vous voulez développer votre activité, quand vous voulez croître, même si vous obtenez des subventions, des financements, ça ne suffit toujours pas. Et puis ensuite, il y a le développement des compétences. Et il y a toute la technologie, toute la connaissance du secteur qui est nécessaire pour pouvoir croître. Et bien sûr, il y a un certain nombre de défis. Et ça, c'est vrai pour tous les orateurs. Alors, Larry, je crois que nous avons une question concernant ce que vous faites avec les déchets de poissons et quelle est l'importance accordée au compostage commercial en termes de mesures qui réduisent l'impact sur le climat. Pour Joshua, nous avons une question liée euh, à l'absorption des métaux lourds et comment vous faites pour lutter contre l'accumulation des métaux lourds dans les sols. Euh, Nous avons également euh, des questions sur les avocats. Et bien sûr, nos collègues africains se demandent si ces variétés peuvent être cultivées en Afrique, parce qu'en Afrique, bien sûr, la production de l'avocat est assez répandue. Bien sûr, vous avez parlé donc de production d'huile, ça c'est très important. Alors, vous en avez parlé, pour ceux qui ne peuvent pas lire le chat, peut-être qu'on pourrait en toucher deux mots. Et puis, il y a également la technologie que vous utilisez pour la valorisation des avocats, l'extraction. La technologie est vraiment un aspect clé pour permettre cette transition vers une économie bas carbone. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Bien sûr. Alors, Christine a reçu de nombreuses questions aussi. Alors, nous allons peut-être suivre l'ordre de présentation pour les réponses, bien sûr, et si jamais vous voulez réagir aux autres présentations, surtout, n'hésitez pas. Larry, vous avez la parole. Oui, je suis là, merci beaucoup. Eh bien, vous avez la parole. Merci. Donc, question sur les déchets de tilapia. Très bien. Alors,
Alors, nous n'utilisons pas les déchets de tilapia dans la culture euh, aquaponique, mais nous l'utilisons dans, dans la partie agricole. Très bien. Est-ce que vous souhaiteriez réagir à ce que vous avez pu entendre? Écoutez, il y a la partie... Bon, question financement. En termes de financement, il faut être créatif et il faut trouver des solutions pour obtenir des financements. Et une fois que vous avez obtenu vos financements, ma foi, vous pouvez commencer à aller de l'avant. Mais très clairement, il faut avoir un bon dossier à présenter pour pouvoir obtenir des financements. Alors, oui, on a eu des commentaires de type enfin, échanges liés aux échanges avec les autres pays. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres pays, d'autres régions? Alors, écoutez, nous avons des organisations régionales dont nous faisons partie. Euh, Nous avons de nouvelles organisations, de nouvelles associations. Je pense à une notamment euh, dont les membres sont des Caraïbes orientales. Nous avons différentes cultures aqua ou hydroponiques, que ce soit pour la production de poissons ou autre. Et effectivement, nous sommes en contact au niveau régional. Très bien, je vois. Et avec le fonds régional des pêcheries des Caraïbes, est-ce qu'ils en font partie? Alors, pas directement. Alors, nous avons travaillé avec eux via notre ministère en charge des pêcheries, mais pas notre organisation à proprement parler. Bien. Et Joshua. Oui. Alors, concernant, effectivement, c'était un sujet de préoccupation, notamment il y a l'emploi des algues. Donc, nous avons réalisé un certain nombre de tests et l'idée, c'était de concevoir un processus où on arrive à éviter la contamination par des métaux lourds pour que les produits restent sûrs à la consommation. Mais le résultat était tel que bah, nous l'attendions. Il y a des fluctuations, mais nous avons vu que les niveaux de métaux lourds n'atteignent pas des niveaux importants. Ils atteignent des niveaux tout à fait gérables. Et pour nous, le problème, ça sera euh, d'arriver à ajouter des tests et mettre en place une traçabilité des produits, euh, ce qui nous permettra de faire un suivi, de savoir exactement euh, d'où les produits viennent, où ils seront utilisés. Et nous, voilà, donc en termes oui, nous avons testé nos produits et nous avons constaté que les niveaux de métaux lourds étaient tout à fait acceptables avec les normes européennes et américaines. Mais bien sûr, la question ne peut pas être mise sur le tapis et donc nous sommes en train de concevoir un processus et
il y a également la partie fibreuse de l'algue qui est compostée. Alors, et c'est un processus de compostage qui, comme vous avez certainement vu dans la présentation, et il faut vraiment savoir ce qu'il y a dans le compost pour que cela fonctionne bien. Mais je pense qu'avec le temps, on s'y perd parfois parce que il y a des produits que nous utilisons et on utilise un certain nombre d'engrais synthétiques où il y a des métaux lourds, mais on n'est pas forcément au courant de la chose. Et donc, nous allons en tout cas continuer à suivre cette question de près pour s'assurer vraiment que les produits restent sûrs. Nous utilisons des sérums, nous participons à des compétitions pour obtenir des financements. Enfin, nous faisons vraiment tout ce qui est à notre portée pour pouvoir euh, nous développer au maximum et arriver à atteindre une certaine taille. Et lorsque nous arriverons à cette certaine taille, eh bien, nous pourrons impliquer de nouveaux partenaires pour passer à l'étape suivante. Et euh, nous sommes à une phase où vraiment on arrive vraiment à obtenir des validations scientifiques pour nos produits et cela, bien sûr, confirme tout ce travail que nous avons réalisé ces dernières années et nous sommes tout à fait à l'aise pour dire que, ma foi, ce que nous avons fait est pertinent et a obtenu une validation scientifique. Et nous avons des investisseurs, bien sûr, qui nous suivent sur la base, bien sûr, des validations scientifiques que nous avons obtenues. Alors, bien sûr, il faut être très créatif dans les modèles que l'on suit pour l'obtention de financement, c'est sûr. La formation est très importante. La formation des agriculteurs en agriculture régénérative est essentielle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de près. La durabilité est une chose, mais il faut vraiment ne pas perdre de vue l'aspect régénératif. Et puis, bien sûr, il y a la question du financement de la recherche, que ce soit à la Barbade, dans les pays africains. Je Cameroun et l'Ouganda qui ont des mécanismes similaires. Nous avons des partenariats avec des ONG, avec des organisations qui travaillent sur des projets durables et avec les gouvernements locaux pour nous aider à financer ces projets et nous apportons notre expertise pour aider ces agriculteurs. Voilà, avec bien sûr aucun coût pour ces derniers. Merci beaucoup, Joshua. Alors, entre-temps, nous avons un certain nombre de questions pour des business bilatéraux. Je saisis l'opportunité pour vous dire que nous ne partageons pas les coordonnées nous ne partons les coordonnées de personnes, que ce soit les panélistes ou les participants, à moins, bien sûr, que les personnes concernées ne l'acceptent. Donc, une fois que les personnes contactées souhaitent partager leurs coordonnées, alors nous pourrons partager les coordonnées. Mais sinon, nous ne donnons pas les coordonnées sans l'autorisation des personnes concernées. Oniel, Oniel, donc je pense que vous avez répondu à plein de questions dans le chat. Il y a des personnes qui utilisent leur téléphone et parfois elles ne voient pas le chat. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Parce qu'il y avait une question concernant les technologies. Enfin, votre présentation a généré énormément d'intérêt sur les technologies et les variétés aussi, parce que nous avons beaucoup de collègues africains qui suivent le débat. Et ensuite, en termes de financement, quel type de conseils voulez-vous donner à d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer? C'est une excellente présentation, la vôtre, Oniel. Et bien entendu, si vous voulez ajouter d'autres choses aussi. Oui, bien sûr, c'est un plaisir pour moi. Eh bien, concernant les machines et la technologie, eh bien, la technologie, elle est 100% italienne. C'est la marque Menduni, d'excellentes machines pour l'extraction d'huile. Il faut reconnaître que le pays pionnier en extraction d'huile, c'est l'Espagne. À partir des olives, il y a
beaucoup de machines. La plupart sont des machines européennes pour l'extraction. Ce sont des machines très chères. Et bien sûr, en fonction de la capacité ou le tonnage d'huile par jour qu'on veut produire, ça commence à 200 000 $ et ça peut augmenter à 3 millions de dollars. Ça dépend des machines. Actuellement, on traite 6 000 kilos d'avocats par heure. On parle de 600 000 € d'investissement. Quand on parle d'investissement en infrastructure et en installation, 500 000 $. Pardon, il s'agit toujours de dollars. Pour le terrain, enfin les champs et les machines. En ce qui concerne les financements, eh bien, notre financement, ça a été la banque privée ici, dans le pays. Nous n'avons pas reçu un soutien d'un secteur extérieur ou gouvernemental directement, non. Qu'est-ce que je recommande pour ce type d'opération? Eh bien, je recommande de s'associer à des multinationales qui garantissent ou qui assurent l'achat du produit, de l'huile, pour ne pas faire des investissements dans l'air ou parce que ça vous a plu. Non, il faut qu'il y ait un certain niveau d'engagement avec le produit. Et concernant les variétés, toutes les variétés sont aptes pour produire de l'huile d'avocat. Il y en a qui ont un rendement supérieur, évidemment, donc il faut toujours penser à cela et aussi au coût de production. Actuellement, 1 kilo d'huile d'avocat pure, comme nous le produisons, eh bien, ça avoisine les 4,8 ou 5 $ par kilo. Il est important d'avoir ce chiffre en tête. Le coût de production, c'est 1,20 $, 1,30 $. Et en plus, il y a le coût du fruit, de la matière première, 0,35 ou 0,40 centimes de dollars par kilo. Et ensuite, les coûts opérationnels, les coûts d'infrastructure, etc. Donc, je suis ici à votre disposition s'il y a d'autres questions. Je suis pleinement à votre disposition. Merci beaucoup, Oniel, d'avoir partagé ces informations avec nous. Ce sont des informations personnelles de votre société, mais enfin, ça nous donne une idée des coûts opérationnels et du type d'investissement qui est nécessaire. Les entrepreneurs ou ceux qui s'y lancent, il faut qu'ils le sachent. Merci infiniment. Rosamund voulait ajouter quelque chose à ce que nous avons dit. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis encore là. Et je suis très heureuse d'avoir appris tant de choses différentes, extrêmement enrichissantes. Il y avait des choses que je méconnaissais totalement, mais je peux apprendre davantage. Et il faut que nous soyons efficaces dans nos apprentissages et dans nos connaissances pour les mutualiser ensuite. Et je me réjouis grandement de continuer à croître et à me développer ici en Guyane avec les autres membres de mon groupe. Et c'est un privilège d'avoir pu parler aujourd'hui. Je vous en suis très reconnaissante et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un courriel. C'est rosamundben@gmail.com. Donc gmail.com. Nous avons un petit défi au début pour réussir à vous parler. Si vous pouvez nous envoyer des documents, s'il vous plaît, envoyez-les nous, comme ça nous pourrons les envoyer, pouvoir les partager avec le reste de la communauté. Ce n'était pas vraiment un sujet qui était à l'ordre du jour, mais je crois que c'est toujours très important car vous parlez beaucoup, vous travaillez beaucoup avec des femmes agricultrices, des femmes entrepreneurs, des femmes qui transforment les produits. Et je crois que c'est très important de partager votre expérience à ce niveau. Jennifer, vous voulez intervenir? Yes, hello again. Oui, bonjour. Je dois vous remercier vraiment
de m'avoir donné l'opportunité de partager l'expérience de ma nouvelle entreprise. J'ai été surprise, mais j'en suis très heureuse. Et j'ai pu ainsi vous présenter le principal de mon travail, les éléments principaux. Et peut-être que dans l'audience, il y a des personnes qui ont des idées de comment gérer et résoudre certains des problèmes que je rencontre. Jennifer, il y avait en effet un point, une question qui peut-être que vous pourrez essayer d'y répondre. Concernant les clients, finalement, dans cette économie circulaire, on voit bien les efforts réalisés par les entrepreneurs et ce dont l'écosystème a besoin au niveau des finances, matières premières. Mais finalement, est-ce que le client va payer le prix qui peut être plus cher pour des produits découlant de l'économie circulaire? Est-ce que vous avez réalisé des recherches à ce niveau ou, hmm, du travail que j'ai accompli jusqu'ici, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les personnes avec lesquelles j'ai échangé m'ont dit qu'ils n'utilisent pas de microgreens car ils sont trop chers. Et j'ai réalisé qu'ils les utilisent en garniture, en fait. C'est-à-dire que il faut que je travaille avec des personnes pour leur montrer que les microgreens, ça peut être une garniture, mais également des éléments euh, nutritif en tant que aliment bio, très nutritif et qui a été cultivé localement dans le cadre d'une nourriture saine. Et cette communauté de la nourriture saine est une communauté qui croît de manière significative. Donc, il faut croire en ces produits et on bénéficiera d'une plus large couverture et reconnaissance. Ce n'est pas, c'est plus que le niveau, au niveau culinaire, c'est vraiment toute une manière de vivre. Par exemple, les personnes âgées qui n'aiment pas beaucoup les légumes, vous pouvez juste mettre des petits microgreens un petit peu par-ci par-là, pas plus de 2 cuillères à soupe. Et en fait, c'est comme s'ils avaient pris tout un brocoli. Donc, il faut voir l'utilisation finale et voir comment votre produit, toute la valeur ajoutée que votre produit peut ajouter aux clients, aux consommateurs finaux, pour vraiment ajouter et valoriser ce concept de l'économie circulaire. Merci beaucoup, Jennifer. Et absolument, c'est la raison pour laquelle, à partir de Colide, on essaie de vraiment sensibiliser les personnes pour avoir vraiment ces choses qui vont pousser les entrepreneurs au-delà des compétences et de la technologie, avoir des aides, des soutiens financiers pour, outre ce que Colide propose pour l'assistance technique, la formation, les connaissances empresariales, etc., la langue, etc. Mais finalement, il faut tout de même, comme nous l'avons vu dans d'autres secteurs, au début, les coûts d'investissement sont élevés. Et donc, pour le consommateur, ça peut être problématique pour certains types de consommateurs, en tout cas. Il faut vraiment, il y a ici de la place pour la recherche. Christine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose concernant ce que nous avons dit, puisque c'est la fin de la séance maintenant? Oui, j'aimerais ajouter quelques mots de ce que j'ai appris à partir de notre programme Global Green Growth Institute. Il y a certains points que nous avons vus après les 3 ans du lancement. En fait, nous avons vraiment une connaissance beaucoup plus large de notre entreprise. Et il y a des produits en particulier qui, quelquefois, et les produits et services green, quelquefois, ont un surcoût et les consommateurs ne sont pas prêts à le payer.
Mais on peut voir ça également pour toutes les entreprises dites vertes. Finalement, ce n'est pas au début très florissant, mais il est très important de tenir et d'avoir un soutien financier car les bénéfices sur le long terme sont vraiment durables et précieux. Et les entrepreneurs doivent vraiment tirer parti de ceci et comprendre pourquoi. Et les entrepreneurs et les financiers doivent jouer le jeu et soutenir ces actions d'une agriculture circulaire verte. Et également, nous reconnaissons pour la partie financière, mais également pour la partie technique en parallèle, il faut bien gérer l'activité. Et beaucoup d'entrepreneurs ont besoin d'aide technologique. Également, je dirais que, outre l'aspect entrepreneurial, il y a également un besoin d'un soutien sur l'impact de ces entreprises vertes. Beaucoup de personnes vont trouver du financement, très bien, mais il y a également beaucoup de financement à faire au niveau du climat et de l'écosystème général. Il y a de l'argent à récupérer ici dans le secteur privé et c'est une focalisation un petit peu différente, mais puisque vous réduisez aussi les émissions de carbone et les tonnes de déchets, etc. Donc, finalement, ceci entre dans le cadre de la baisse des statistiques, outre les différentes statistiques entrepreneuriales. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire et j'en ai appris beaucoup sur notre séance aujourd'hui et j'en suis ravie. Et je soutiens tous les entrepreneurs qui ont présenté aujourd'hui leurs travaux qui étaient vraiment très, très intéressants, très enrichissants. Merci de les partager avec nous. Merci à vous également pour votre aide, pour tout ce que vous faites pour les entrepreneurs. Vraiment, toutes les ressources doivent être vraiment mises, rassemblées et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et dans certains pays, il y a un grand besoin de soutien, d'un fort soutien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je ne vois pas d'autres questions brûlantes et je ne vois pas d'autres contacts, de demandes d'échange. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui se font et, et ça, c'est très important de le relever, non seulement dans la région, mais en Afrique de l'Est, en Europe et dans d'autres continents. Et c'est la force de Colide également. Et ce dont les entrepreneurs ont besoin sont de saisir les opportunités où qu'elles soient. Et sinon, quelqu'un va le faire à votre place. Je ne vais pas résumer l'expérience qui a été partagée ici. Il y a eu beaucoup de points très intéressants, très enrichissants et c'est tout à fait admirable de relever ces défis qui sont importants et difficiles, mais il faut travailler ensemble sur la sensibilisation du public de manière générale. Il faut donner beaucoup d'informations aux entrepreneurs ICA, nous-mêmes, pour fournir des informations sur les réglementations, les politiques publiques qui sont quelquefois très spécifiques au pays. Il faut mettre en application ceci, également améliorer les compétences qui sont nécessaires quelquefois pour passer à cette transition d'économie circulaire très peu carbonée. Et nous ne sommes pas une organisation de recherche, mais cependant, nous fournissons un grand nombre de liens avec des recherches et instituts d'innovation. Et ceci fait partie du développement de l'entreprise. Il vous faut également ce lien avec la recherche et l'innovation, surtout pour l'économie circulaire. Il ne faut pas perdre ceci. Les évaluations de l'impact sur l'environnement également très important. Et les institutions financières, les finances sont très importantes, comme nous le disions. En fait, souvent, la partie médiane n'est pas là. Il y a beaucoup de financement, mais ça ne marche pas, ça ne correspond pas aux besoins des entrepreneurs avec lesquels nous travaillons, dans les pays dans lesquels nous travaillons. Donc, cette partie médiane, soit de la microfinance, qui est quelquefois
trop peu d'argent ou trop d'argent et les personnes ne demandent pas parce que c'est trop d'argent qui est prêté. On ne pourrait pas honorer le service de la dette. Et il y a des centaines de milliers c'est tout simplement ce qui est demandé. Et on demande aux institutions financières de faire plus de microfinancement. Et pour l'économie circulaire, il faut vraiment suivre ce changement, ce virage vers l'économie circulaire, car les petits entreprises, les petits entrepreneurs avec lesquels nous travaillons, ils ne peuvent pas répondre aux requêtes et aux exigences pour avoir des gros prêts, des gros engagements financiers. Donc ça, c'est vraiment critique. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, et j'insiste sur le fait qu'il y aura d'autres points qui sont spécifiques à l'économie circulaire dont nous traiterons plus en avant et nous partagerons avec vous les documents et comme vous le savez, dans l'audience, beaucoup des présentateurs également viennent de pays participants, régions participantes, et nous avons un modèle intéressant à partager car les exposants sont des entrepreneurs aussi, pas juste des représentants de Colide, ils sont passionnés par leur action, ils veulent les partager avec nous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une entreprise, un développement important, si vous voulez, intéressant, pardon, vous pouvez le partager avec nous, nous en serions ravis. J'aimerais vraiment remercier les orateurs d'avoir partagé leur expérience. J'aimerais également remercier les interprètes pour nous permettre de travailler avec plusieurs langues de travail et la Colide également là, pour le Zoom et tout ce qui est informatique. J'aimerais les remercier également Mohamed, Axel et Roxane aussi pour faire le lien avec les orateurs. Et encore une fois, Christine, merci de votre côté également. Alors, prenez soin de vous et nous allons recevoir les informations, plus les invitations. Cela vous intéresse pour la prochaine séance. Et ce sera donc en 2024. Donc, rendez-vous en 2024. Ce n'est plus très loin maintenant. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Tous mes bons voeux. Merci aux organisateurs. À très vite. Merci.